L'estime de soi, la solitude, le manque d'affection familiale et sociale, l'envie de s'affirmer, dont personne n'ose parler. Et si notre plus grande peur, depuis toujours, n'avait jamais été la pauvreté, la politique, notre plus grande peur. La drogue. J'ai eu le malheur de connaître la drogue. Et de par la drogue, j'ai fait tout ce qui est mal. J'ai passé près de 23 ans dans la drogue. 23 heures où je suis entre les prisons et les sorties. 4 fois la prison et la toute dernière prison, j'ai pris conscience. Avant d'être voleur, avant d'être braqueur, j'ai été d'abord quelqu'un de normal. Et tout a commencé par le choix de devenir un drogué. Et dans la petite chose que je sais que la drogue réunit toutes sortes de criminels dans un seul endroit. Les gens jouent avec ce que Petit Denis aurait dit la Troisième Guerre mondiale, la drogue. C'est un phénomène qu'aujourd'hui, avant, pour voir la drogue, c'est pas c'est pas permis à n'importe qui. Aujourd'hui, à 9 ans, on a facilement la drogue. J'ai connu la drogue des années 90, 92, voilà, l'année blanche. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu mon premier contact de cannabis, chanvre indien, par le biais d'un ami. Et c'est parti. Et au fur et à mesure, j'ai voulu connaître les autres drogues. Je suis arrivé à la drogue forte, la cocaïne, et ça m'a beaucoup fatigué. J'étais arrivé à une dose de 23 000 par jour, c'était pas facile, je travaillais même pas. Donc comment faire pour avoir cette somme et me droguer? Donc forcément je suis devenu petit voleur, braqueur, vol à mer, vol à tige, bon, coup de 8. Bon, moi, les séquelles, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait près de 11 ans, j'ai arrêté la drogue, mais j'ai encore des séquelles. Le tic nerveux du drogué, je suis beaucoup impulsif. Et ça, c'est de la drogue. Non, la drogue détruit cette cellule. Vous voyez, la drogue joue beaucoup sur les nerfs. Et tu oublies beaucoup aussi. Et tu peux être là quand tu es perdu. Donc, de par la drogue, mon monde était devenu la prison. Je sors. Je me rappelle que la première fois que je suis sorti, au moins j'ai fait pour la première fois 2 ans dehors. Je suis reparti en prison pour voir la main armée, association de malfrats. Et coup de chance, en 99, moi j'appelle ça la chance, mais pour ceux qu'on sortait pour voler, c'était leur malheur. En 99, il y a eu le coup d'état de Guy Robin. Je suis sorti de prison. Je suis sorti de prison après 2 ans et demi de prison. Je suis sorti de prison. Le même jour même que je suis sorti, on a commencé par attaquer les maisons. On dit qu'on a détruit les biens des gens. Et moi, aujourd'hui, quand il m'assoit, quand je réfléchis, je me dis non que quelqu'un qui a pris peut-être, ça fait mal, 10 ans, 20 ans, économiser de l'argent, c'est bien. Moi, en 5 petites minutes, je viens prendre ça et puis aller jouer avec. Il faut être inconscient pour faire ça. Je ne peux pas rembourser à ces personnes-là. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est d'aider les enfants à ne pas faire comme moi. Je dis, je donne ma vie pour ne pas que tu fasses comme moi. Comment je rentre dans un gâteau, je parle mon témoignage. Il y a des gens qui ont entendu parler de moi, mais ne m'ont jamais vu. Donc le fait même que je m'assois, j'ai un impact positif sur ta vie. Parce qu'avant, j'ai impacté négativement la vie des gens, de par ma manière de faire. Nos petits frères nous voyaient en héros, alors que réellement, on ne savait pas dans quel mouvement on était. Il est temps qu'on se penche sur le phénomène de la drogue. Parce qu'il ne suffit pas d'aller acheter des armes, des calages, des armes pour dire que c'est pour la sécurité du pays. Il suffit de nous aider à faire de la prévention. Je dis la meilleure manière d'aider un drogué, c'est de l'empêcher qu'il touche à sa première drogue. Donc ça passe par la prévention.
peut arriver que tu shootes. Moi, je ne te jette pas. La petite que j'ai parlé d'elle, là, elle a fait 10 jours, elle a décroché. Un mois après, elle a re-shooté. Son oncle, un militaire, un colonel de l'armée, fini, la prendre, la beauté, il dit non, non, le vieux, il ne faut pas faire ça. Elle est forte, elle a fait 10 jours. Quelque chose que chaque jour que Dieu fait les dents, elle a fait 10 jours sans. Elle a fait 10 jours sans toucher. Elle a déjà la volonté. Maintenant, il faut qu'on l'accompagne. Mais cette manière-là, si elle fuit, si elle fugue, c'est fini. Dis non, que nous, notre manière de travailler, notre méthode, parce que c'est un militaire. Lui dit, on doit exécuter. Il dit non, ça tient à la fuite, elle a fait fuir. J'ai échangé comme ça avec lui, je suis rentré le lendemain. Celui-même m'appelle que ce que tu disais, c'est la vérité, la petite a fui, ça fait 10 jours, elle ne rentre pas. Il dit, je t'ai parlé. Quand on l'appelle, elle ne décroche pas. Mais quand il l'a appelé, Dieu merci, elle a décroché. On allait doucement, doucement. On va en parler maintenant. Quand elle est à l'aise, elle peut écouter. Quand elle a confiance en toi, elle peut t'écouter. Mon mot de fin, c'est que faut qu'il y ait des chaînes de télévision comme vous pour mettre le pied dans le plat. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, c'est la drogue, il faut qu'on en parle. Touchant toutes les générations, toutes les couches sociales, c'était la mère de toutes les criminalités et des vices. Au fait, c'est les amis qui conduisent l'homme à des mauvaises choses. Voilà. J'avais mes amis, me poussaient, allons-y, on fait ça, allons, on va faire ça, allons, on va faire ça. Sinon, moi, je fréquentais. Et c'est l'un de mes amis qui m'a appelé, que bon, viens, nous allons aller chercher de l'argent, que j'ai suivi mon ami. Et nous sommes allés s'y chercher à l'aventure. Et dans l'aventure, on veut prendre bourrette, charger bagages. Tu vois que le rentrement n'était pas trop. Et portable aussi a commencé à sortir. Donc, on a commencé à chercher à agresser les gens, blesser les gens. C'est un peu honteux. Mais je remercie Dieu encore, une fois, de m'avoir enlevé dans ça. C'est à lui que je remercie. Sinon, vraiment, ce n'est pas des choses que l'homme vivant sur terre peut penser à faire ça. Mais c'est déjà fait. Donc, c'est pardon qu'on demande à Dieu. Mon passé est un peu crapuleux parce que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. On agressait, on faisait tout ce qui n'était pas bon. Tout ce qui n'était pas bon. On agressait, piquer les gens avec le couteau. Un peu de désordre, quoi. Tout ce qui n'est pas bon. Parce que quand j'avale mes comprimés, il n'arrive plus à me maîtriser. Donc là, il n'y a pas de pardon dans mes affaires. Ah, les comprimés, c'est... Quand tu prends ça, tu ne reconnais plus. Même ta maman, tu ne la connais plus. Là, ça te rend très nerveux. Surtout même quand tu dors, tu te réveilles le matin. Une simple salutation, même là, c'est un problème. Il a l'inverse de la vie, quoi. Vois-tu même te coins, tu t'en vas. Les gens s'inquiètent, couche-toi. Mais toi, tu es en train de marcher, tu t'en vas. Tu ne sens pas les douleurs. C'est après maintenant que ça te fatigue. Ça n'a pas été un jeu pour moi. Et actuellement, en plein soleil comme ça, moi, j'ai froid. J'ai froid, je ne peux pas tenir, je prends drap, me couvre. Mais c'est un mal que tu veux t'en débarrasser, donc tu acceptes. C'est de serrer légèrement ton cœur, puis tu vas traverser. C'est un peu honteux, mais je remercie Dieu encore, une fois, de m'avoir enlevé dans ça. En fait, moi, je l'ai dit au Dieu en réalité que Dieu n'est jamais descendu pour dire quelque chose à quiconque. Donc, à la fois, ce n'est pas une personne que Dieu passe pour te transmettre ce message. Et je pense bien qu'aujourd'hui, là, tu as fait ce qui n'était pas de droit. Et aujourd'hui, on veut t'amener à la droiture. Tranquillement, tu acceptes et puis tu suis ce qui est bon. Là, Dieu même met une bénédiction sur toi. Parce que si tu ne veux pas, on te dit de faire ça, tu ne veux pas, mais tu es sûr que tu pourras aller de l'avant. On peut te tuer en bordure de voie. Au lieu de rester là, de venir trouver ton corps au dehors, moi je préfère qu'il y ait dignement, tu es avec ta famille, c'est tranquille. Quand j'étais dans la vie de la voirie, il n'y a même pas un des membres de ma famille même qui pouvait me supporter. Mais aujourd'hui, là, tous les biens de ma famille sont gérés par moi. Voilà. Et il y a une grande confiance. Ça fait qu'aujourd'hui, je soulève ma tête et je parle à qui je veux. Voilà. Ça, c'est ma fierté à moi. Il n'y a plus de doute. Est-ce qu'il pourra, est-ce qu'il peut... Non, ça n'existe plus. Là, c'est une vie, c'est passé. Hein. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Un homme sans un passé, c'est pas un homme. Ça, c'est le passé. Maintenant, on va au présent. Nous sommes au présent maintenant. Bon, si j'ai eu des histoires avec toi, je sais que ce que je t'ai fait, c'est pas bien. Donc, toute chose, c'est la négociation. Et je vais, je dis, ah, je t'en supplie,
Il faut laisser tomber, c'est un passé. Toi-même, tu sais qu'il a, dans le temps, là, je ne sais pas c'est quel esprit qui m'a animé. Aujourd'hui, je suis libre. En toute franchise, je suis très libre. Je suis très libre. Je voulais dire à mes jeunes frères qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre des exemples sur moi. Et s'il était temps d'y penser? Je me nomme ex-droguée, ex-prostituée. J'ai touché la drogue à l'âge de entre 12 et 13 ans. 4 ou 5 ans dedans, hein, de la drogue, si je ne me trompe pas. J'ai connu la drogue par des difficultés familiales. Ma mère m'a mise au monde et Amé et moi, elle s'est en allée. Je ne l'ai pas connue, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas où elle est. Et mon père, qui était là, qui devait me soutenir, mon père ne prêtait pas attention à moi. Il s'en foutait de moi. Il ne savait pas s'il y avait un enfant qui devait vivre. Il ne savait pas si je devais manger, si je devais me soigner, si je devais faire quels que soient les besoins. Il s'en foutait. C'était comme s'il me détestait. Donc, la seule personne qui était à mes besoins, c'était ma grand-mère. Elle m'a mis à l'école, j'ai fait le jardin, CPE, CP2, jusqu'à arriver en 6e. J'ai tout fait ce parcours. 5e, vers la fin, j'ai commencé à me sentir vraiment seule. Parce qu'à chaque fois, je demandais, après ma maman, on n'avait pas de bonne réponse pour moi. Et puis, mon père était bizarre, tout ça et tout. Donc, tout ça, ça me fatiguait un peu. Je ne me sentais pas à l'aise. Donc, vu ça, j'ai eu une amie à l'école. Une amie à l'école. Pendant ce temps, ma grand-mère m'avait envoyé chez mon père. Donc, étant chez mon père, il fume le joint, il fume la cigarette, il boit, tout ça et tout. Donc, ma camarade que j'avais à l'école, elle fumait le joint. Voilà, elle fumait le joint. Et un jour comme ça, elle a fait sortir, parce que j'avais commencé maintenant à apprendre à fumer la cigarette. Donc, un jour, elle m'a dit, non, si tu fumes, là, c'est pas bon. Viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc, on est allé. Elle m'a montré ce sachet-là. Et puis, j'ai dit, mais moi, je connais ça. Mon papa, il fume ça. Et donc, demain, je vais apporter. Donc, le lendemain, je voulais sachet à mon repas. Et je suis venue. J'ai fumé avec ma camarade, tout ça et tout. Bon, le premier jour, rien de tout ça, rien. Ça m'a rien fait en tout cas. Mais je trouvais que sa compagnie, c'était bon, ça me faisait encore plus d'amis. Quand je me sentais mal, j'avais au moins quelqu'un avec qui rester, qui me donnait le sourire, tout ça et tout. Donc c'est comme ça que je suis restée dedans. J'ai plongé dans la drogue. Mais je n'ai pas touché à la forte dose. Je me suis arrêtée qu'à la cannabis. Mais j'avalais des comprimés, des stupéfiants que j'avalais. Donc ça faisait que même souvent, je sortais avec des hommes pour de l'argent, tout ça et tout. La drogue, c'est pas forcément de la fumée. C'est pas forcément de la fumée et tout ça et tout. Il y a d'autres même qu'on fait en comprimé ou en injection qu'on trouve avec les femmes dans les médicaments par terre, dans les ruelles qu'on trouve. Souvent aussi, il y a des parents qui font des ordonnances pour des enfants que eux, ils ne savent pas. Ils font exprès parce qu'ils connaissent le médicament. Donc, ils font des mélanges de médicaments. Ça dépend du degré de drogue qui est dans l'autre, le degré de drogue qui est dans l'autre. Et ils font genre, ils appellent ça une codéine. Voilà, quand ils font ça, ils peuvent boire ça dans les hépaties, des soirées, tout ça et tout. Donc, ce que j'aimerais dire, tout ça, c'est pas bon. Souvent, il y a des fumeurs près de l'école ou à 2 mètres de l'école. Il y a des maquis même souvent, pas loin de l'école, à 2 mètres de l'école. Donc, tout ça là, ça dépend de l'environnement, au fait. Ça dépend de l'environnement et puis la compagnie. Voilà. Mais pour mes amis et peut-être mes grands frères, mes grandes sœurs, ce que je pourrais dire, c'est que la drogue, c'est pas un bon moyen pour résoudre des problèmes. Parce que certains se disent ça, que quand ils prennent ça, ils oublient les soucis.
Mais je suis désolée, ils n'oublient pas les soucis, au contraire. Il s'est noyé là-dedans. Et là, quand il s'est noyé là-dedans, il gâche l'avenir. J'ai eu des gens qui m'ont conseillé. Il y a eu des imams, des pasteurs, c'est-à-dire, il y avait plein de personnes qui m'ont conseillé. Mais tout ça, ça me disait rien. Je trouvais qu'il parle beaucoup. Voilà, je trouvais qu'il parlait beaucoup, ils n'ont rien à dire, tout ça et tout. Mais avec M. Félix, ça a été différent. Et là, il m'encadre peu à peu. Je lui explique ma situation. Il m'explique son cas. Et là, je me suis dit, mais attends, si lui qui a été plus dangereux que moi a pu s'en sortir, c'est que moi aussi je peux. Parce que pour moi, je ne suis pas encore grave. Moi, je n'ai pas fait de braquage, je n'ai pas fait de vol, je n'ai pas touché la faute dose, donc moi, je peux mieux m'en sortir que lui. Par rapport à la drogue aussi, j'ai perdu 2 années sans partir à l'école. Je ne suis pas partie à l'école parce que je trouvais que l'école, même, ça m'ennuyait. Aller dans les fumoirs pour aller fumer, c'est tout ce qui m'intéressait. Bon, c'était un peu ça, quoi. J'étais à la maison, j'appelle les dealers, ils viennent me ravitailler chez moi à la maison, je m'assois, je fume. C'est vrai, j'ai pas été arrêtée. J'ai pas été arrêtée dans mes cas de drogue quand je fumais, tout ça et tout, j'ai pas été arrêtée. Jusqu'à ce que je décide de moi-même d'arrêter, vu les conseils de M. Félix. Je décide d'arrêter. Et là, le premier jour, ça a été difficile. Parce que je ne pouvais pas manger. C'était comme un apéritif aussi pour moi. Donc je ne pouvais pas manger tout ça et tout. Donc j'ai fait toute la journée, je n'ai pas pu manger. Je suis restée calme. Je n'ai pas fumé la cigarette, je n'ai pas fumé le joint, je n'ai pas bu quelque chose, rien. Je suis restée comme ça sans manger tout. Donc le deuxième jour, la petite a commencé à venir. Mais ce n'était pas trop ça. J'ai mangé, j'ai attrapé mon cœur. J'ai vu que si j'ai dépassé le premier jour, je sais que ce n'est pas le deuxième jour qui va me fatiguer. Mais le deuxième jour aussi, j'ai continué peu à peu. Jusqu'à ce que le troisième jour maintenant, j'arrive à bien manger maintenant. Et je stoppe la drogue comme ça. Au fait, on peut dire à nos adultes qui, eux, font des fumoirs près de l'école. Souvent, il y a des fumoirs près de l'école ou à 2 mètres de l'école. Il y a des maquis même souvent, pas loin de l'école. À 2 mètres de l'école. Donc tout ça là, ça dépend de l'environnement au fait. Ça dépend de l'environnement et puis la compagnie. Voilà. Mais pour mes amis et peut-être mes grands frères, mes grandes soeurs, ce que je pourrais dire, c'est que la drogue, c'est pas un bon moyen pour résoudre des problèmes. Parce que certains se disent ça, que quand ils prennent ça, ils oublient les soucis. Mais je suis désolée, ils n'oublient pas les soucis, au contraire. Il se noie là-dedans. Et là, quand il se noie là-dedans, il gâche l'avenir. Je vois que si moi j'ai pu m'en sortir, c'est que mes jeunes sœurs, mes tantis, mes grandes sœurs, tout ça et tout, peuvent s'en sortir aussi. C'est pas facile, oui, mais on met Dieu devant. Mais je voulais interpeller un peu quand même nos sœurs qui vendent les médicaments qui sont appelés de façon officielle médicaments prohibés ou médicaments de la rue. Il serait intéressant, autant même que les grands dealers, de cesser de s'enrichir au détriment de l'avenir des enfants. Parce que le faire, c'est s'enrichir au détriment de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'on est censé tous amenés à construire. On devient riche pendant que les enfants des gens, s'adonnant à la drogue, ternissent, ferment leur avenir. Il faut qu'on cherche des voies légales, des voies normales pour s'enrichir, que de toujours s'adonner à la drogue. C'est vrai que ça enrichit facilement, mais pour une approche purement sociale, pour une approche purement éducationnelle, c'est vraiment négatif. Il y en a qui le font, les vendredis ils sont à la mosquée, il y en a qui le font, les dimanches ils sont dans les temples et les églises. Je pense que le faire et puis aller se mettre devant Dieu, ça se moquer de Dieu. L'enfant qui grandit, qui doit apprendre à marcher, qui doit apprendre à savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. S'il n'y a pas de bride, s'il n'y a pas de canalisation, l'enfant devient ce qu'il peut, plutôt que de devenir ce qu'il doit être pour la société. Et à tous les coups, il va grandir gauchi, il ne sera pas droit. Donc il faut revenir à des fondamentaux de vie sociale. Il y a des approches qu'il faut avoir. Des spécialistes de la formation, de l'éducation existent. Il faut les approcher pour savoir comment approcher mon enfant, comment l'amener à accepter ce que je veux faire, comment l'amener à comprendre les choses, à construire lui-même sa vie. Quand on est malade, on va voir un médecin.
Mais lorsqu'on a un problème d'éducation ou un problème psychologique avec l'enfant, la gêne fait que le parent ne va pas vers l'éducateur, vers les psychologues, vers les psychiatres. Je pense qu'il faut qu'on change cette donne-là. Allons vers ceux qui peuvent nous aider à mieux encadrer nos enfants. Tout le monde y gagne. Les anciennes pratiques de consommation, c'est-à-dire en fonction de la qualité des drogues, par les artères, les veines, aller fumer, aujourd'hui ça change. On sait aujourd'hui qu'on peut fabriquer des gâteaux, constituer des jus dans lesquels on insère des molécules de drogue. L'enfant qui commence à consommer va toujours aller vers ce vendeur-là. Il en devient dépendant sans le savoir. Mais arrivé à un certain âge, il va aller au-delà. Comme M. Félix l'a dit, quand il n'aura pas d'argent, c'est-à-dire 25 francs, 50 francs pour acheter cette drogue, puisqu'au fil du temps, le corps va en demander plus, il va devenir braqueur. Moi, je dirais que l'éducation, c'est un accompagnement. L'accompagnement suppose qu'on est à côté de celui qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il fait, ça nous amène en même temps de corriger. Parents, surveillez vos enfants. Parents, éduquez vos enfants. Connaissez les amis de vos enfants. Parents, sachez ce que vos enfants font et ne font pas. Il y a beaucoup de regroupements. Qu'est-ce qu'on y fait? On ne sait pas. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne connaissent même pas les fréquentations de leurs enfants. Quand on vient à la maison, on dit oh, ils font trop de bruit, va chez ton ami. Il continue d'aller chez son ami. S'il abandonne la cour qui devait être, c'est-à-dire la famille qui doit être le premier degré d'éducation, il va ailleurs. Entre jeunes, on ne s'éduque pas. On écoute, on imagine, et puis on exécute très souvent c'est gauche. Il faut savoir ce que les enfants font. Il n'est pas interdit à un parent ou à des parents, quand les enfants veulent se réunir, d'y faire une visite impromptue pour voir ce qui s'y fait réellement. Il faut causer avec les enfants, faire en sorte que les enfants deviennent nos amis, qu'ils se confient à nous. Ça permet d'éviter beaucoup de choses. Et il y a une réalité aujourd'hui, les regroupements d'élèves. Je reprends encore le terme d'adolescent. Quand on a l'adolescence, c'est se faire voir, braver l'interdit. Mais quand on le fait, c'est forcément avec les gens de la même promotion, des mêmes âges. C'est la même tendance comportementale. Et on se laisse aller à un certain nombre de choses. Mais s'il n'y a pas de limite, on se dit quoi? C'est la meilleure voie et on continue. Et il faut que les parents puissent intervenir dans ces choses-là. On a souvent aussi tendance à croire que c'est l'école qui doit tout faire. L'école donne l'instruction, la famille, la société donne l'éducation, le savoir social. Et je vais prendre l'exemple d'un jeune que je suis actuellement, qui me dit il a 16 ans cette année, il a commencé à fumer de la drogue à partir du CE1. Du CE1 à 15 ans, imaginez ce que lui, il a pu emmagasiner. L'ARAP existe pour aider, pour accompagner. Soit dit en passant, l'ARAP a trois grandes étapes, trois grands axes d'intervention. Il y a la prévention. M. Agua Félix est le responsable de la commission sensibilisation et prévention de la délinquance juvénile. Il y a en fait la rééducation, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés par les mailles de la prévention, qui sont dans des situations difficiles. Il faut qu'on arrive à les rééduquer, à les amener à sortir de cette passe difficile. Et le troisième axe, qui est pour moi le plus important, l'un des plus importants, qu'est-ce que l'élément devient lorsqu'il est rééduqué? Il doit retourner à la société, retrouver sa place d'acteur, conserver ou recouvrer sa dignité. D'où la réinsertion sociale de ces personnes-là. Il faut qu'on pense à ce que demain sera. Nos aînés nous ont laissé un héritage qui nous permet aujourd'hui de travailler, d'aller en bois, d'acheter une maison, etc. Mais quel est l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants? Si on commence comme ça se fait, on continue du moins comme ça se fait, à leur vendre de tout ce qui peut les détruire, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Vous avez des témoignages poignants. Vous souhaitez en parler? Contactez-nous au 08 00 72 17 ou au 21 76 28 27. Retrouvez tous nos autres formats sur www.afrique-sur7.fr.